Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Élégante, agile, curieuse, joueuse et vive, l'hermine, symbole des Ducs de Bretagne, était utilisée au Moyen-Âge comme animal de compagnie et a longtemps été chassée pour sa fourrure renommée. Particulièrement adaptée au bocage, la pression humaine l'a parfois poussée à aller se réfugier en montagne, où on peut la trouver jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Ce petit mustélidé carnivore est un prédateur opportuniste qui va, de jour comme de nuit, inlassablement parcourir ses hectares de territoire à la recherche de campagnols dont elle peut se nourrir à 90%. Sa magnifique mue blanche hivernale, ses jeux, sa méthode de chasse, son mode de reproduction différé ou encore ses capacités à nager et à grimper en font un animal attachant, particulièrement intéressant à observer. Bien que sa fourrure soit passée de mode, l'hermine, qui peut vivre jusqu'à 7 ans, a en réalité une espérance de vie très courte, entre 1 et 2 ans, en raison de ses nombreux prédateurs, de l'ingestion de rongeurs empoisonnés, du trafic routier ou encore de la modification par l'homme de ses espaces naturels, des espaces où elle évolue. Julien Arbet, photographe et éducateur à l'environnement dans le Jura, suit l'hermine depuis plusieurs années et pour en savoir plus, nous avons le plaisir de l'accueillir par téléphone. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, l'hermine est un mustélidé qu'on peut confondre facilement avec la belette. Quelles sont les particularités physiques qui vont nous permettre de pouvoir faire la différence ? Alors oui, l'hermine ressemble à la belette, elle est à peine plus grande. Enfin, on va dire qu'une belette a la taille un peu d'une souris allongée, l'hermine est un peu plus grande. Et l'hermine a toujours le bout de la queue noire. Et en France, en région de montagne, elle va changer de couleur, elle va passer au blanc en hiver, toujours en gardant son pompon noir au bout de la queue. Alors que sous l'altitude, la belette ne change pas de couleur. Elle reste toute l'année avec le ventre blanc et le dos brun. Julien, il y a un dimorphisme sexuel important chez les hermines. Comment on peut faire la différence entre un mâle et une femelle ? Il y a une différence de taille entre mâle et femelle, mais c'est pas facile à voir sur le terrain. On va dire que le moment idéal pour faire la différence entre les mâles et les femelles, c'est la période du rut. Alors, on va dire que c'est le mi-printemps jusqu'à la moitié de l'été. Et là, les mâles ont les testicules qui gonflent. Moi, ça m'arrive de zoomer sur des photos que j'ai prises quand je la vois sauter au printemps pour regarder si on voit les petites coucougnettes ou pas. Ça permet d'être sûr que c'est un mâle et sinon c'est assez difficile. On le disait, l'hermine a longtemps été chassée pour sa fourrure. Son pelage épais peut d'ailleurs compter 20 000 poils par centimètre carré. À quelle période elle va muer, Julien, et pourquoi ? Elle ne mue pas systématiquement. En montagne, la plupart des hermines vont muer, donc vont changer de couleur, alors qu'en plaine, à l'automne, la plupart des hermines ne changent pas de couleur. Donc on peut croiser en Bresse, par exemple, au mois de janvier, une hermine qui a le dos brun, le ventre blanc et qui n'est pas passée entièrement blanche. C'est une adaptation naturelle, en fait, à l'enneigement, quoi. Et ça lui sert à rien d'avoir un pelage blanc si c'est pour courir sur des prés verts ou marrons, parce qu'elle va se faire repérer plus vite par les prédateurs. Alors qu'en montagne, elle a tout avantage à passer au blanc, puisque blanc sur la neige, elle se fera moins repérer par la buse, les renards, les chats, etc. Et à quelle période elle change de couleur ? Alors ça dépend un peu des individus. Le changement de couleur, il se fait assez vite, en 10 jours, 2 semaines à peu près. À l'altitude où j'habite, c'est vers 1200 mètres dans le Jura. Elle change de couleur, on va dire, début à mi-novembre. Et puis, début avril, elle repasse au brun. Voilà, c'est à peu près ça. Mais ça va dépendre de l'altitude, ça va dépendre des individus. C'est assez variable, quoi. Julien, le territoire des hermines se compte en hectares. Comment est-il structuré et comment y chassent-elles ? Ça dépend de la ressource en nourriture qu'elles ont sur leur territoire. Vous l'avez dit dans l'introduction, l'hermine, c'est un prédateur qui va se nourrir surtout jusqu'à 90% de campagnols. Donc on dit que c'est un prédateur spécialiste ou spécialisé. Donc les années où il y a beaucoup de proies, on va pouvoir rencontrer des hermines. Et les années où il y a peu de campagnols, l'hermine va moins se reproduire parce qu'elle aura moins à donner à manger à sa portée. Généralement, les hermines qui ont beaucoup de campagnols sur leur territoire, elles vont avoir tendance à avoir un territoire assez petit parce qu'elles ont toutes les ressources dont elles ont besoin sur leur territoire. Donc ça sert à rien de parcourir des hectares et des hectares si elles ont tout sur leur pré.
Et si la ressource en nourriture elle est moins importante, alors elle va avoir un territoire plus grand. Et l'hermine, c'est assez rigolo, elle a tendance à chasser entre guillemets en jachère. En fait, elle va utiliser un espace sur son territoire, on va dire, je prends un exemple, un territoire de 20 hectares. Elle va chasser sur 4 hectares pendant 2 semaines, 1 mois. Et puis, une fois qu'elle a chassé là, que les campagnols se méfient d'elle, qu'ils ont été un peu grignotés, qu'il y en a moins, elle va changer de secteur. Et puis, elle tourne comme ça. Et puis, elle va revenir au bout de 6 mois, 10 mois, 1 an à son endroit initial. Et puis, voilà. Donc, du coup, elle va chasser ses campagnols sur une partie de son territoire. Puis, 1 mois après, elle va changer de partie, etc. Et puis, elle tourne. Si bien qu'elle a toujours à manger, quoi. Et alors c'est marrant parce qu'on voit ça comme un petit animal mignon, les hermines, mais elles ont une technique de chasse redoutable, c'est-à-dire que la morsure à la nuque est généralement fatale pour ces petits campagnols. Ah oui, c'est mignon, c'est assez élégant, c'est tout en finesse, tout en souplesse, c'est super beau. Une hermine, c'est vraiment photogénique. Je vois les gens qui voient des photos d'hermine souvent, ils sont sous le charme. Ils disent c'est vrai qu'elle est mignonne, c'est joli, c'est trop drôle. Souvent j'entends ça. Alors moi aussi, je trouve, mais c'est parce que je suis pas un campagnol. C'est vrai que c'est un prédateur redoutable qui peut tuer jusqu'à 2000 campagnols par an. C'est énorme. Et qui peut tuer des proies même plus grosses qu'elle. Il y a des régions, elle tue des lapins, elle peut tuer des rats. Un rat qui fait 3 fois son poids, elle peut le tuer. C'est vraiment un prédateur redoutable. C'est un petit carnivore. Le crâne de l'hermine, il ressemble au crâne de la fouine ou de la martre, qui sont de la même famille. C'est vraiment des gros, des dents très pointues, puis beaucoup de force dans la mâchoire. Voilà, et sa technique, c'est vraiment de paralyser ses proies à la nuque. Ouais, elle attrape à la nuque ses proies, puis elle serre. Alors, soit elle étouffe, soit elle casse les vertèbres au niveau de la nuque. Ouais. Mais le campagnol, en 2 secondes, il est mort. Il n'a pas le temps de souffrir. Alors, on dit que l'hermine a des sens très développés. Comment elle va les repérer, ses proies ? Elle a 2 modes de chasse, moi, que j'ai observé. Elle va toujours rentrer dans les galeries. Donc, les campagnols, ils font des galeries souterraines. On repère les entrées des galeries. C'est des petits trous qui font aller 3-4 cm de diamètre dans les traits. Ça, c'est des trous qui sont faits par les taupes ou les campagnols. Et l'hermine, elle va rentrer à l'intérieur de ces galeries. Alors, soit elle va aller chercher les campagnols directement dans leur chambre, dans leur nid, au fond de leur galerie. Donc, elle va manger les bébés, elle va manger les campagnols qui sont à recherche de racines, de bulbes, etc. Soit elle cherche pas à les croquer directement sous terre, mais elle va courir dans tous les sens sous terre dans les galeries. Ça, c'est rigolo. Elle rentre dans une galerie, elle ressort la tête à 20 mètres, elle rentre, elle ressort ailleurs. Donc, elle court dans tous les sens, elle sème la zizanie, elle les effraie. Elle sème la pagaille, et puis les campagnols vont avoir tendance à sortir à l'air libre, vont fuir leurs prédateurs. Et l'hermine, une fois qu'elle a bien semé la zizanie, elle se dresse sur ses pattes arrière, sur l'herbe. On dit qu'elle fait la chandelle, elle se dresse pour voir au loin, elle guette où est-ce qu'il y a des campagnols qui sont sortis, et puis elle les poursuit pour les croquer. En général, elle ne les mange pas à l'extérieur. Moi, j'ai vu l'hermine plusieurs fois avec des proies, campagnols des champs ou des campagnols terrestres, mais elle ne les mange pas à l'intérieur. Elle les attrape dans sa gueule, puis ensuite elle les mène sous terre pour les grignoter ou les stocker dans des terriers de rongeurs abandonnés. Elle fait ses réserves, un peu comme l'écureuil. Et alors c'est vrai qu'elle peut occuper même les terriers de ses victimes et qu'elle va jusqu'à les tapisser avec leur peau. Ah oui, ça m'était sorti de la tête, j'ai vu ça. Alors, j'ai jamais constaté, mais j'ai déjà lu ça. Après qu'elle habille des terriers, on le voit dans les livres, et qu'elle utilise des terriers pour gîter, ça c'est très très fréquent. Qu'elle utilise des nids de rongeurs dans lesquels elle va mettre bas. De temps en temps, elle utilise un tas de bois, un mur de pierre sèche, une ruine, un cabanon au fond du jardin. Mais souvent, elle utilise des chambres souterraines abandonnées. Alors l'hermine, c'est un animal qui a un rythme cardiaque qui est assez élevé, il me semble. Est-ce qu'elle a besoin de se nourrir fréquemment ? Ouais. L'hermine, c'est une boule de nerfs. Pour les gens qui n'ont jamais observé une hermine, je dis souvent aux enfants, quand je leur parle de l'hermine, qu'un écureuil à côté, il peut paraître un peu engourdi, un peu lent. C'est pour vous donner une idée. C'est vraiment une boule de nerfs, ça va très très vite. Et quand je fais des photos qu'elle court sur les traits, quand je fais des photos en rafale, il y a les 2/3 ou les 3/4 des photos, elle ne touche pas le sol, elle est en l'air. C'est une boule de nerfs et du coup, elle dépense énormément d'énergie. Et comme elle dépense énormément d'énergie, elle a besoin de manger beaucoup. C'est un peu l'inverse d'un serpent. L'hermine, elle a 2 heures d'activité par jour, c'est pas énorme,
mais c'est 2 heures à fond les ballons. Et pour ça, il faut qu'elle mange. Alors 2 heures d'activité par jour, mais ça peut être le jour ou la nuit, elle n'a pas forcément de préférence. Alors peut-être si ça dépend des saisons. C'est vrai qu'elle est à la fois diurne et nocturne. Au printemps, généralement, elle est plus diurne. Donc on la voit plus facilement au printemps, fin d'hiver et printemps. Et le reste de l'année, elle est davantage nocturne. Après, si c'est une femelle qui a des petits à nourrir en été, là, elle va devoir chasser toute la journée. Donc là, on peut la croiser autant à 10h le matin qu'à 4h l'après-midi. Quelles sont les traces, justement, qui vont nous permettre de détecter sa présence ? C'est assez facile à reconnaître. C'est des empreintes qui sont 2 par 2. L'une à côté de l'autre, c'est des petits pieds. L'empreinte de l'hermine, elle fait 3 cm peut-être de long, l'empreinte du pied. Et c'est 2 pieds posés les uns à côté des autres, espacés de... ça dépend si elle court sur de la neige, sur du sol, si ça descend, si ça monte, mais espacés de 30 à 50 cm les uns des autres, quoi. Donc c'est 2 pas, puis 2 pas, puis 2 pas, puis hop, les pas disparaissent dans un trou. C'est un trou de rongeur dans lequel elle est allée mettre son museau. Puis elle ressort plus loin, puis 2 pas, 2 pas, 2 pas, puis elle disparaît, puis elle va au pied d'un arbre, les pas disparaissent à nouveau. Donc c'est assez spécifique, c'est facile à reconnaître. Julien, l'hermine, elle est très solitaire, sauf évidemment pour la saison des amours, qui a lieu entre avril et juillet, ça peut varier un peu. Alors comme d'autres espèces, elle a un mode de reproduction en différé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ? Tous les mustélidés, tous les animaux de sa famille ont ce mode de reproduction-là. La belette, la fouine, la martre, le putois, le vison, voilà, le furet domestique, qui est un putois qui a été domestiqué, en fait, c'est un cousin de l'hermine. L'hermine, elle fait des portées de 3 à 4 petits, en gros. Les embryons, ils se développent pas tout de suite après la fécondation, c'est-à-dire qu'on appelle ça l'ovo-implantation différée. Donc, il y a le rut, du mi-printemps à mi-été. L'embryon est fécondé, il se stocke dans la muqueuse utérine, il s'ancre dans la muqueuse utérine, et pendant quasiment 10 mois, il va pas se développer. Et puis c'est seulement au bout de 10 mois que, le développement de l'embryon va commencer. Il dure en gros 1 mois, c'est assez rapide. Donc en fait, si vous voulez, la reproduction, ça permet à l'embryon de naître, mais le développement, il se fait quasiment 1 an après. On appelle ça une diapause embryonnaire. Alors les mâles, ils vont pas s'occuper du tout des petits, qui vont naître sourds, aveugles, sans dents et même tout nus. À quoi vont ressembler leurs premières semaines ? Il pèse 3 grammes, le petit de l'hermine, quand il naît, c'est minuscule. 3 grammes, c'est 3 fois plus léger qu'une mésange, quoi. Au début, la femelle, elle va les allaiter, comme tous les petits mammifères. Et puis ensuite, quand ils sont en âge de manger de la viande, elle va partir chasser pour eux, elle va leur ramener régulièrement de la viande. Et les petits, ils ont du mal à garder leur chaleur, à réguler leur température corporelle. Du coup, quand ils sont tout petits, ils sont blottis les uns contre les autres. Et puis après, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont prendre un petit peu d'autonomie, visiter les alentours du terrier, et puis commencer à chasser, etc. C'est assez rigolo en été de voir une portée d'hermines près d'un chalet d'alpage ou d'un tas de bois, qui découvrent leur environnement, qui font les folles, qui s'amusent, qui font des roulés-boulés, elles se sautent dessus, elles couinent, elles font du bruit. Et régulièrement, elles se font ravitailler par un adulte, quoi. J'ai vu ça cet été quand j'étais aux Marmottes, dans le Haut-Jura suisse. Et l'hermine adulte venait nourrir les petits à peu près toutes les demi-heures, à peu près. Et entre chaque moment de nourrissage, il y avait les jeux des gosses, quoi. Alors à noter que la maturité sexuelle chez les femelles arrive très très vite, 2 à 3 semaines après la naissance. Ouais. Le mâle, c'est plus long. Je sais pas si vraiment il y a des jeunes hermines de 2-3 semaines qui se sont fécondées, mais c'est vrai que ça va très très vite. Il y a sûrement une raison. C'est un animal qui a besoin de refuge, un peu partout, des trous, des tas de pierres, des buissons. Tous ces refuges, ça lui sert à échapper à ses prédateurs, à se cacher ? Ça sert à 2 choses. Ça sert à échapper aux prédateurs et puis à trouver ses proies. Parce que sous ces murs en pierre, sous ces tas de bois, etc., il y a des nids, entre guillemets, de rongeurs. Il y a des rongeurs qui vont se cacher. Donc elle va aller les croquer et puis ça lui sert aussi à se protéger de la buse, qui est son principal prédateur, des mustélidés qui sont plus gros. C'est vrai qu'elle quitte jamais trop le couvert. Elle va aller dans un champ
Hein, elle fréquente des grandes prairies, mais il faut qu'autour de la prairie, il y a des talus, des murs en pierre, des choses où elle va pouvoir se cacher. On appelle ça des corridors, quoi. C'est des espèces de couloirs abrités qu'elle va emprunter pour passer d'un endroit à l'autre. Vous parliez des buses, Julien. Elle a beaucoup de prédateurs, l'hermine ? Pour moi, la buse, c'est vraiment le principal parce que j'ai vu plusieurs fois les buses chasser les hermines. Après, il y a le chat domestique qui est un prédateur super patient. Hein. Donc, le chat, en fait, il se met au-dessus d'un trou de rongeur, là où il a vu une hermine rentrer, puis il va attendre. Et puis, il pourra attendre 2 heures pendant 10 jours. Il finira par l'attraper, quoi. Elle sort la tête, il va l'attraper. Le chat, c'est un prédateur. Le chat forestier aussi. Julien Arbet, la lutte chimique contre les rongeurs, est-ce que c'est un vrai problème pour le maintien des populations d'hermines ? Est-ce qu'elles sont souvent empoisonnées à cause de ça ? Ouais, c'est sûr que dans les endroits où il y a de la bromadiolone, donc de l'anticoagulant qui est utilisé pour lutter contre les rongeurs dans les prés, c'est sûr que les hermines en pâtissent. Il n'y a pas que la responsabilité de certains paysans, hein, c'est aussi la responsabilité de monsieur, madame, tout le monde, qui ont des souris chez eux et qui disent « tiens, j'ai des souris, je vais mettre de la mort aux rats ». Et on met la mort aux rats, les campagnols ou les souris ou les rats au plus en forme, quoi. Ils ont un moment où ils titubent, quoi. Ils sont pas encore morts, ils sont sur le point de mourir, et là, l'hermine peut les attraper, parce que c'est des proies faciles. Elle va pas manger de campagnol mort. Par contre, si elle en trouve un qui titube, elle va le manger. Elle va mourir à son tour du poison qu'elle a ingéré. Donc, ça peut être dans les champs traités à la bromadiolone, mais ça peut être aussi dans le jardin de monsieur et madame tout le monde. Moi, je dis souvent aux gens, n'utilisez pas de la mort aux rats, parce que ça tue les rats, mais ça tue tous les prédateurs des rats aussi. Donc, on fait l'effet inverse, quoi. Ça marche à court terme. Donc, c'est mieux de privilégier, si vous avez des souris chez vous, je comprends qu'on veuille s'en débarrasser pour plein de raisons, d'utiliser des boîtes, des pièges à trappe ou des tapettes, mais pas du poison, quoi, parce que le poison, ça va tuer l'hermine, mais ça va tuer les chouettes, ça va tuer le renard, ça tue jusqu'à des sangliers, hein, donc ça tue des grosses bêtes, quoi. Hermine, Julien, c'est le prénom que vous avez choisi de donner à votre fille. C'était symbolique pour vous ? Complètement. On cherchait avec mon amoureuse un prénom nature, et quand on s'est dit Hermine, tout de suite les deux, on s'est dit, c'est ça. L'hermine, il y a quelque chose de vif, d'éclairé, de mignon, et puis d'émerde, et pleine d'énergie. Donc, pour le moment, ça colle à peu près. La petite, elle a 4 ans, ça colle à peu près avec ce qu'on imaginait, mais ça a le temps de changer. Julien, quelle scène restera gravée à vie dans votre mémoire ? Il y en a une que j'aime bien, c'était près d'un petit village vers chez moi qui s'appelle Lamoura, que certains connaissent peut-être. Je guettais les hermines en hiver et j'allais tout le temps dans le même secteur et je commençais à bien connaître ses habitudes. Donc j'allais à un endroit, je me disais si elle n'est pas là, elle est peut-être là-bas, donc j'allais voir là-bas. Puis j'en profitais pour guetter les traces dans la neige. Et un jour, j'ai été surpris en arrivant vers un bosquet, un petit bosquet dans un pré, de la voir descendre d'un arbre, mais alors je savais qu'elle pouvait grimper un peu sur les piquets de clôture, sur des tas de bois, des maisons. Mais là, elle était à 4 ou 5 mètres de haut, quoi. Donc, il fallait que j'aie la tête en l'air pour la voir redescendre. Donc, j'ai vu une petite boule blanche descendre le long du tronc. Ça m'a surpris, j'ai fait une photo, qui n'est pas d'excellente qualité, mais qui a un beau souvenir pour moi. Ça, c'est un moment qui m'a marqué, parce que je me suis dit, dis donc, une hermine qui descend d'un arbre, elle n'était pas à 1 mètre de haut, elle descendait vraiment, bon. J'en ai pris une autre en photo sur le toit d'une maison. À Lajoux, dans un petit village aussi vers chez moi. Elle se promenait carrément contre le chéneau, quoi. Il y a des scènes auxquelles on ne s'attend pas et on a beau le lire dans les livres, quand on le voit, c'est vrai que c'est assez surprenant. Et puis après, toutes les rencontres en général avec cet animal, ça reste quand même c'est vraiment des super rencontres. Moi, je suis allé plusieurs hivers de suite à l'hermine et j'ai eu du mal l'hiver dernier à me dire, bon, cet hiver, je vais pas à l'hermine. Je vais voir d'autres animaux parce qu'on s'y attache, quoi, c'est vrai. Et la photo que vous préférez ? Ah, pardon. Oh, non, j'ai fini la photo que je préfère. C'est une photo à l'origine qui était loupée. C'est une toute petite hermine dans une neige toute blanche. Et on voit juste sa tête qui dépasse. Donc, on voit sa tête blanche, 2 points noirs qui sont les yeux, le point noir qui est la truffe, et c'est les seuls 3 points noirs qu'il y a sur toute la photo. Tout le reste est blanc. On la devine à peine. Donc, c'est rigolo parce que ça montre le mimétisme de l'animal. Et puis, c'est une photo qui est vraiment très, très minimaliste, quoi.
Ça, c'est une photo que j'aime bien. Au départ, j'étais un peu déçu parce que c'est une hermine que j'arrivais pas à photographier de près. Et puis, un jour, quelqu'un a vu cette photo que j'avais jamais montrée, puis il m'a dit « Oh, mais génial cette photo !» Puis ça m'a fait changer un peu mon regard là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, je l'ai imprimée, je l'ai mise dans une expo sur les animaux en hiver, et c'est vraiment la photo dont les gens parlent le plus, qui marque un petit peu les gens, puis qui laisse pas indifférent, quoi. Mais c'est vraiment une photo, ouais, très très minimaliste, quoi. Allez voir sur mon site, vous la verrez. Merci beaucoup Julien Harbet pour toutes ces précisions sur l'hermine. Nos auditeurs peuvent aller voir vos magnifiques photos sur votre site internet www.julienharbet. Alors Harbet, ça s'écrit A-R-B-E-Z, julienharbet.fr. Merci Julien. Merci beaucoup, à bientôt. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.